Les députés m'ont rejoint pour la seconde partie de cette émission. J'accueille sur ce plateau Philippe Folliot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI du Tarn. Régis Juanico, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de la Loire. Alors, on va commencer par le débat politique et puis après, on va parler de l'Espagne puisque vous savez, messieurs, que Felipe VI et Laetitia seront à l'Assemblée cet après-midi. C'est rarissime. C'est arrivé avec Juan Carlos il y a un peu plus de 20 ans, avec le roi du Maroc, mais c'est un événement ici dans l'hémicycle. Vers 15h05, Felipe prendra la parole pour une vingtaine de minutes devant vous, messieurs les députés. Commençons donc ce débat politique à présent par la loi Macron. Il y a eu l'échec ce matin de la commission mixte paritaire qui se tenait au Sénat. Pas d'accord donc entre les sénateurs et les députés sur ce projet de loi Macron. Le texte sorti du Sénat va donc repartir à l'Assemblée pour une nouvelle lecture. Alors, Régis Juanico, est-ce que cet échec finalement de la commission mixte paritaire est une réelle surprise pour vous? Non, ce n'est pas une surprise puisque de toute façon le Sénat a profondément modifié le texte qui a été discuté, pas tout à fait voté par l'Assemblée nationale, parce que il vous échappe pas, et vous vous souvenez qu'il y a eu une procédure de 49.3 au moment de l'adoption au niveau de l'Assemblée nationale, donc il était normal que la commission mixte paritaire n'aboutisse pas. Maintenant, la balle est de nouveau dans le camp de l'Assemblée nationale. Il faut revenir. Le dernier mot, de toute façon. Il faut revenir, on va dire, sur le centre de gravité de l'Assemblée nationale. C'est un texte, vous le savez, qui aborde beaucoup de sujets. Enfin, le sujet pour nous aujourd'hui, en tout cas dans la majorité, c'est sur le chômage et sur la question de l'activité, avoir aujourd'hui des dispositifs efficaces et enfin avoir des résultats. On ne peut pas se contenter chaque mois d'avoir le commentaire des 30 000 chômeurs de plus dans notre pays. Donc il y a des choses positives dans ce texte, hein. Je pense à tout ce qui concerne les professions réglementées, l'entrée des nouveaux arrivants, la question du permis de conduire, la question aujourd'hui des lignes d'autocars ou de bus qui vont être mises en place. Mais il y a aussi un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on rediscute avec le gouvernement, comme vous le savez, le travail du dimanche, la question du reclassement des salariés en cas de plan social. Alors sur tous ces sujets, à l'UDI, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de point d'équilibre possible sur ce texte? Écoutez, non seulement le Sénat avait modifié ce texte, mais il l'avait nettement amélioré. Cette loi Macron est une loi, si vous me permettez l'expression, un peu fourre-tout. Il y a de tout. Je veux dire, et du reste, ce texte manque, si vous me permettez l'expression, de colonne vertébrale et de cap. Et en tout état de cause, c'est la raison principale pour laquelle vous ne souhaitez pas le voter? Non, c'est même pas ça, parce que bon, nous sommes dans une opposition qui est une opposition constructive, et que dans ce texte, il y a un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions qui ne posent pas de difficultés. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus contestables. Et qu'en tout état de cause, le Sénat avait amélioré ce texte. Moi, je regrette l'échec de cette commission mixte paritaire, parce que dans notre pays, je crois qu'il me paraît important, à certains égards, de pouvoir aller vers des cadres de consensus, parfois plutôt que d'avoir toujours des schémas d'opposition. Vous parlez d'amélioration du texte, vous êtes d'accord? C'était des améliorations pour vous? Les sénateurs avaient enrichi ce texte? Non, pas du tout. Le Sénat a complètement défiguré l'esprit, la philosophie du texte initial de l'Assemblée nationale. Je pense par exemple à la question des compensations salariales pour les salariés qui pourraient travailler le dimanche, dans un certain nombre de grandes surfaces ou de Est-ce qu'il pourrait y avoir des concessions sur ce point précis d'ailleurs à l'Assemblée? Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin vers un doublement des salaires pour ceux qui travailleraient le dimanche? En tout cas, on est un certain nombre à le demander. Et ce qui n'a pas été possible en première lecture, je pense à ce qu'avait proposé comme amendement Benoît Hamon en particulier, au ministre Macron, qui n'a pas été possible et qui a conduit finalement à la situation de blocage du 49.3. Je pense qu'il faut utiliser la semaine prochaine, avant l'examen du texte à l'Assemblée nationale, pour regarder comment on peut trouver un nouveau compromis avec le gouvernement. Je crois que force est de constater qu'il y a de profondes divisions au sein de la majorité sur ce texte. Et que dans ce cadre-là, finalement, cette commission mixte paritaire et l'échec de celle-ci, c'est une façon pour la majorité d'essayer de masquer ces divisions. Parce que, au fond, on sait qu'il y a une partie de la majorité qui est tout à fait d'accord avec le texte du Sénat. Tout au moins par rapport aux impulsions, je veux dire, qui sont sorties dans le cadre de ce texte. Après, il y a des postures politiques qui font que, voilà, on en arrive à cette situation. Mais voilà, je crois Maintenant, bon, c'est la lecture de nos institutions qui fait que l'Assemblée a le dernier mot.
Donc on va en rediscuter. Moi, ce que je souhaite et ce que nous souhaitons au niveau de l'UDI, c'est que ce texte soit un texte utile pour le pays. Et que par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec un chômage qui atteint des records historiques, avec une situation... Beaucoup à droite disent que ça fait quand même sauter des verrous, que c'est une petite avancée, même si ce n'est pas la grande relance de l'économie qu'on attend. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pétri de bonnes intentions, mais le cadre n'y est pas, je veux dire, par rapport à quelque chose qui pourrait être quelque chose, je veux dire, entre guillemets, de profondément refondateur et fondateur, j'allais dire, à certains égards. Bon, c'est un constat. En tout état de cause, on voit que ce texte est le moyen de marquer, je veux dire, les profondes divisions qu'il y a au sein de la majorité entre ceux qui souhaitent que ce pays soit réformé et ceux qui souhaitent que les choses restent en l'état. Donc, en tout état de cause, nous verrons si nous aurons un nouveau 49.3 à l'issue de l'examen par l'Assemblée nationale, ou s'il y a... À l'UDI, quelle est votre position sur ce texte? Non, mais la position de l'UDI est une position qui est une position favorable sur le texte sur la base de ce qui a été voté au Sénat. Je veux dire, c'était le rapporteur spécial de ce texte. Visiblement, ce ne sera pas celui qui sera soumis au vote. Qui est sénateur de Seine et Saint-Denis, et je veux dire, a fait un très important travail, je veux dire, par rapport à cela, pour améliorer ce texte. Et donc, à partir de là, nous regarderons les inflexions qui pourront y avoir. Ce n'est pas inscrit dans le marbre non plus, mais en tout état de cause, il y a une bonne base. Et si on reste dans l'esprit du texte voté par le Sénat, il n'y a pas de raison que nous ne le votions pas en lecture définitive à l'Assemblée. Pas sûr que vous ayez les voix UDI à gauche. Est-ce que vous pensez que le 49.3 est inéluctable? Vous disiez peut-être qu'il peut y avoir des concessions faites à Benoît Hamon. Non, parce que le 49.3 n'est pas inéluctable. Simplement, notre ligne de conduite, dans le contexte actuel qu'a très bien rappelé Philippe Folliot, je partage son constat aujourd'hui, c'est tout ce qui est favorable à l'emploi et à l'activité économique, nous sommes prêts à le voter. Par contre, les fausses solutions qui consistent à remettre en cause, même partiellement, ou un petit peu, les droits des salariés, je pense qu'un certain nombre de députés, y compris au Parti socialiste et dans la majorité, ne sont pas prêts à le voter. Donc il faut trouver la solution de compromis. Mais donc les tractations vont bon train. Et ce qu'il faudra, c'est que ces mesures soient rapidement mises en œuvre, donc avec des décrets d'application très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre aujourd'hui. Il est 14h48, nous sommes à 12 minutes de l'intervention de Claude Bartolone, puis de Felipe VI, le roi d'Espagne, qui va s'exprimer ici à l'Assemblée, dans l'hémicycle, devant les députés. Il est actuellement arrivé à l'Assemblée, il s'entretient avec Claude Bartolone. Elisa Bertolomé revient sur cette visite d'État de 3 jours. Leur première visite avait été écourtée par le crash de l'avion de Germanwings. Depuis hier, Felipe VI et Laetitia, souverains d'Espagne, sont de retour en France. Une première visite d'État pour le nouveau monarque, millimétrée. Hommage aux soldats inconnus sous l'Arc de Triomphe avant un entretien avec le chef de l'État et différents ministres. Sur le perron de l'Élysée, un couple royal peut en cacher un autre. Hommage appuyé du roi ensuite aux services de secours qui ont œuvré après la catastrophe de Germanwings. Place alors au dîner d'État. L'Espagne a besoin de la France a besoin de l'Espagne. Nous partageons des défis et des intérêts, nous partageons des valeurs et nous partageons des convictions. Au cœur de ce dîner, la lutte contre le terrorisme et la défense d'un projet commun pour l'Europe. L'occasion pour François Hollande de rappeler les liens qui unissent la France à son voisin hispanique. Vous accueillir ici ce soir, c'est affirmer notre conviction que la France et l'Espagne, deux grandes nations qui ont tant apporté à l'histoire, peuvent et doivent unir leurs forces au service de nos idéaux. La paix, la liberté, le progrès, la dignité de tous les hommes, de toutes les femmes, pour un projet, pour l'Europe, parce que nous parlons en européen, et pour le monde, parce que nous sommes ouverts aux idées universelles. Ce matin, les deux souverains ont été reçus par Anne Hidalgo à l'hôtel de ville de Paris avant de déjeuner avec Manuel Valls. Temps fort de cette visite, cet après-midi, Felipe VI prononcera un discours devant les députés, dans l'hémicycle, un privilège déjà accordé à son père, Juan Carlos, il y a un peu plus de 20 ans.
Donc, discours dans l'hémicycle de Felipe VI, ce sera aux alentours de 15h05 pour une vingtaine de minutes. Vous pourrez le suivre en direct sur LCP. Devant vous, messieurs, vous êtes, je le précise, vice-président du groupe d'amitié France-Espagne. Vous connaissez bien le sujet. On accueille avec nous sur ce plateau Raphaël Morata. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Point de Vue. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le sens d'une visite d'État comme celle-là? Le sens, c'est simplement l'amitié qui lie la famille de Felipe à la France. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que finalement, ici au Palais Bourbon, c'est un peu chez lui. C'est-à-dire que c'est son aïeul à la 9e génération qui a fait bâtir ce palais. Donc il est un peu chez lui, voilà. Et en plus, ce qui est amusant aussi, c'est un peu ce sens aussi par rapport à son père, qui est venu il y a 20 ans. C'était, je crois, le 2e chef d'État après Wilson à venir s'exprimer à l'Assemblée nationale. Je crois que pour l'Espagne, je crois que c'est le 3e espagnol à venir s'exprimer après. C'est très très rare, effectivement. Zapatero. Donc c'est quelque chose vraiment de très très marquant et très fort pour l'amitié franco-espagnole. Comment vous vivez ça, vous, messieurs? Vous vous attendez à ce discours? Est-ce que vous êtes émus? Comment vous vivez? Avec beaucoup d'émotions. Vous savez qu'il y a un groupe d'amitié France-Espagne à l'Assemblée nationale qui est présidé par notre collègue François Cornu-Gentil. On en est les vice-présidents avec Philippe Folliot. Nous sommes de nombreux Français à avoir des attaches ou des origines espagnoles. C'est mon cas. C'est le cas d'Anne Hidalgo, Cadix, Manuel Valls. C'est votre cas également, Manuel Valls. Barcelone, moi plutôt mes ancêtres du côté d'Ibiza et d'Alicante. Et bien évidemment, c'est une histoire qui nous relie. Je vois à Saint-Étienne, moi j'ai compris sur le plan historique des quartiers où il y a eu des Espagnols qui sont venus pour l'immigration de travail, pour la mine au départ, d'autres qui sont venus comme réfugiés politiques, c'est le cas aussi dans le sud-ouest. Donc il y a cette histoire qui nous lie. Et avec la particularité que le groupe d'amitié France-Espagne à l'Assemblée nationale, aujourd'hui fonctionne un peu de façon bizarre, puisque du côté du Parlement espagnol, pour des économies budgétaires, ils ont gelé leur participation au groupe d'amitié. Donc c'est vrai que pour le moment, vous n'avez pas vos homologues. On ne les rencontre pas. On voit l'ambassadeur d'Espagne en France très régulièrement, mais on espère que bientôt on pourra revoir nos collègues espagnols. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Philippe Folliot? Écoutez, moi je n'ai pas d'origine espagnole, mais en tout état de cause, député particulièrement de la ville de Castres, avec des associations, je pense à la Casa España, qui joue un rôle très actif dans l'animation de cette ville. Et puis, la ville de Castres contient, a en son sein le plus important musée d'art hispanique de France, le musée Goya à Castres, qui compose, je dirais qu'il y a des œuvres qui sont d'une qualité tout à fait exceptionnelle et qui, après le Louvre, est le plus important musée d'art hispanique de notre pays. Donc ça, c'est un élément important. Et donc si on a l'occasion de croiser Sa Majesté après, je l'inviterai à pouvoir venir se rendre à Castres pour visiter le musée Goya, puisqu'il a visité l'exposition Velázquez hier au Grand Palais. Je crois que c'est un élément important. Mais au-delà de cela, je veux dire, dans le sud-ouest, les relations avec l'Espagne sont des relations très forte, parce qu'il y a une forme de communauté de culture, certains éléments qui peuvent être parfois faire l'objet de débats, mais la culture tauromachique, mais c'est aussi tous les éléments relatifs aux liens qu'il peut y avoir par rapport à toutes les personnes d'origine espagnole, comme cela a été dit, qui sont venues pour des raisons économiques ou parce qu'ils ont été réfugiés, mais aussi je crois qu'il y a des raisons géographiques. Je veux dire, quand vous êtes à Castres ou à Toulouse, vous êtes plus proche de Barcelone que de Paris. Et donc, dans ce cadre-là, il y a tout un tas de liens qui se sont tissés au fil du temps et qu'il est important de cultiver au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite sur le plan des partenariats? Est-ce qu'il peut véritablement se nouer quelque chose, ou c'est une visite de sympathie, de courtoisie, d'amitié, comme on le disait? Alors d'abord, c'est une visite d'État, c'est-à-dire le rang protocolaire le plus élevé, avec la prise de parole à l'Assemblée nationale. Ça fait de l'Espagne le pays qui a été le plus invité à prendre la parole devant la représentation nationale, puisqu'il y a eu bien évidemment Juan Carlos en 1993, mais il y a eu aussi Zapatero, le Premier ministre, qui s'est exprimé aussi à l'Assemblée nationale. Et ce matin, au-delà du caractère historique aussi, et politique, parce qu'il y a l'inauguration du jardin ce matin en l'honneur de la brigade des Républicains de la Nueve, qui ont participé à la libération de Paris avec la division Leclerc. Il faut savoir que les relations entre la France et l'Espagne
en termes économiques, sont très fortes. 60 milliards d'euros d'échanges entre les deux pays. Sur le plan culturel, et bien évidemment aussi... C'est le premier client, le deuxième fournisseur. Et oui, il y a 2 millions de jeunes Français qui apprennent l'espagnol dans nos écoles. Et sur le plan économique, il y a beaucoup de partenariats. Les interconnexions transport et énergie en ce moment, avec des chantiers comme le TGV entre Perpignan et Figueras, et puis la prolongation de ces chantiers. Donc il y a une coopération très riche et très fructueuse. Et donc, cette visite, en plus de tous les sommets bilatéraux qui ont lieu chaque année, va renforcer encore, je dirais, les liens entre échanges économiques, c'est ce que vous diriez aussi, Philippe Folliot? Tout à fait. Et puis je crois qu'il y a source d'inspiration pour la France au regard de ce qui s'est passé en Espagne. Parce que l'Espagne a subi, comme tout un chacun, de plein fouet la crise mondiale, mais ensuite a eu une crise immobilière, je veux dire, tout à fait grave et avec des conséquences tout à fait catastrophiques. Et l'Espagne a su se réformer. L'Espagne a su finalement remettre à niveau, j'allais dire, une capacité d'organisation, de travail, de réindustrialisation du pays. Et je crois qu'à certains égards, nous pourrions nous inspirer d'un certain nombre de réformes qui... Alors, je vous donne la parole dans un tout petit instant, Raphaël Morata. Juste ces quelques images qui nous parviennent. Celle de Felipe VI, qui est arrivé, je vous le disais, à l'Assemblée, qui traverse les jardins de l'Assé. On le voit là avec sa femme Laetitia et le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. C'est très, très officiel. On voit la garde républicaine à cheval qui est là. C'est tout un protocole. Nous sommes là dans le cabinet du départ, donc tout près de l'Assemblée nationale, entre l'hôtel de l'Assé, qui est la résidence du président, et puis l'Assemblée où Felipe VI va tout de suite, dans quelques instants, venir s'exprimer. Raphaël Morata, on parlait des échanges économiques entre nos deux pays. La situation de l'Espagne, elle est compliquée aujourd'hui. Écoutez, pour reprendre un petit peu le fil de cette conversation, c'est vrai que l'Espagne se réforme et la Maison royale se réforme aussi. C'est un peu le leitmotiv de ce jeune roi. Ça fait un an, à peu près, tout juste, que Felipe VI a remplacé Juan Carlos. Si vous m'aviez invité après il y a l'abdication de Juan Carlos. La situation de la monarchie espagnole était... Vous ne donniez pas cher de la monarchie espagnole à l'époque? Non, quand même, parce que c'est très compliqué de tout réformer. Enfin, bon. Mais en revanche, la situation de la famille royale était catastrophique. Les sondages étaient abyssaux. Enfin, les résultats, le gendre du roi d'Espagne était dans des problèmes judiciaires. L'enfant de Cristina également. Le roi, on se rappelle de ces fameuses chasses au Botswana. Donc l'image de la monarchie était... et on sentait que... Il a changé ça, Felipe VI. Absolument. En tout cas, ils ont repris la main. Ils ont repris la main. Et alors, dès les premiers jours... les deux ont commencé à instaurer leur style. Par exemple, la reine Laetitia, quelques jours après son investiture, a eu des réunions avec des associations. Alors, c'était des associations sur la trisomie, avec les sourds, avec les gitans, avec les gays. Voilà, et donc, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et Felipe a, par exemple, réduit son salaire de 20%. Maintenant, il faut savoir que la monarchie espagnole, la couronne, est une monarchie qui coûte peu cher, c'est moins de 10 millions d'euros. Alors Raphaël Morata, nous découvrons à l'écran ces images, celles de la galerie des fêtes où Felipe VI et Laetitia sont attendus. La galerie des fêtes, c'est le passage obligé évidemment pour rejoindre la salle des pas perdus, puis l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Messieurs, je vais vous libérer, je crois, parce qu'il est 14h59 et que vous ne pourrez plus après rentrer dans l'hémicycle. Merci à vous. Refermer les portes, exactement, donc je vous libère, partez. Merci Régis Joannico, Viva Espagne. Merci Philippe Folliot d'avoir accepté de venir parler sur ce plateau.